Homo sapiens, c'est le nom qu'on a donné aux premières espèces humaines découvertes il y a environ 300 000 ans. Apparu en Afrique pour la première fois, l'homme va ensuite voyager et coloniser le monde en commençant par le Proche-Orient. Il poursuit tranquillement son périple vers l'Asie, l'Australie et pour finir, il arrivera il y a environ 40 000 ans en Europe. C'est alors que cette espèce va commencer petit à petit à dominer le monde en commençant notamment par éradiquer toutes les autres espèces, par exemple Homo erectus, le Néandertal, tout ça, hop, ça dégage pour au final ne laisser plus que l'Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire nous, l'homme du 21e siècle avec un grand H. Mais comme tu le sais, l'homme durant tout ce périple, durant tous ces milliers d'années a été confronté à certaines révolutions. La révolution agricole avec la domestication des animaux et du blé, la révolution morale avec l'apparition des religions, la révolution énergétique avec l'invention du moteur à combustion et pour finir un peu plus récemment, la révolution internet qui est apparue dans les années 90. Bref, tout ça pour dire que le monde change et évolue en permanence. Le problème c'est que à l'échelle d'une vie, à l'échelle d'un individu, c'est quasiment impossible de s'en apercevoir. Maintenant, c'est là qu'intervient un danger majeur, c'est-à-dire subir des changements qui sont d'une part invisibles parce que pas assez de temps pour s'en apercevoir et d'autre part qui sont irréversibles. Et ouais, malheureusement, il se trouve que aujourd'hui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Récemment, j'ai commencé à lire Darwin. Le bouquin doit être quelque part par ici, L'origine des espèces, qui est un peu un livre fondateur de pas mal de choses et que je vous recommande de lire parce que quand il y a des livres comme ça qui existent depuis 150, 200 ans, et qu'on continue encore aujourd'hui à en parler, c'est qu'il y a forcément quelque chose d'intéressant à aller chercher. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis dit vas-y let's go, j'ai commencé à le lire. Alors pour être très transparent, je ne l'ai pas fini, j'ai dû m'arrêter à la page 200, 250 parce que ça commençait à être un peu compliqué, j'ai l'impression que ça se répétait beaucoup, c'est pas grave, j'y retournerai peut-être. Enfin bref, tout ça pour dire quoi? Pour dire que j'ai quand même retenu une idée clé, la théorie de l'évolution. Cette théorie, elle dit que toutes les espèces vivantes sont en perpétuelle modification, que ça soit génétique, morphologique, il y a tout le temps des changements et il y a aussi tout le temps des adaptations de par l'environnement. Dans son bouquin, Darwin, il parle des pinsons des Galapagos. En gros, c'est des oiseaux et Darwin, il s'est amusé un peu à les observer et il s'est rendu compte d'une chose intéressante, c'est que ces pinsons, en fonction de l'endroit et des îles dans lesquelles ils vivaient, ils avaient un bec qui était différent. Par exemple, certaines îles avaient des graines qui étaient extrêmement dures, alors que d'autres étaient beaucoup plus tendres ou avaient encore même différents types de nourriture. C'est alors que Darwin, il a formulé l'hypothèse que, d'après lui, l'adaptation du bec des pinsons était simplement une réaction à leur environnement. Dans ces cas-là, à l'alimentation disponible. Et oui, parce que les oiseaux qui avaient le bec le mieux adapté étaient celles qui avaient le plus de chances de survivre. C'est alors qu'est née une autre théorie de Darwin qu'on appelle la sélection naturelle. Alors attention, ça reste une théorie, mais de manière empirique, je dois dire que c'est difficilement réfutable. Maintenant, pour l'être humain, c'est exactement la même chose. Prenons l'exemple du bronzage. Si tu t'exposes au soleil, qu'est-ce qui va se passer? Si tu restes trop longtemps, tu vas prendre un coup de soleil et ça va pas le faire. Mais si tu restes longtemps mais pas trop, ton corps va réagir et tu vas avoir la peau qui va se matifier. Et en gros, ce phénomène, c'est quoi? C'est tout simplement une réaction du corps qui fait en sorte que la prochaine fois que tu t'exposes au soleil, tu y seras davantage préparé. Et si tu vis dans un endroit où il y a énormément de soleil, tu vas avoir tendance, avec le temps, avec les années, à être de plus en plus bronzé. Maintenant, toutes ces adaptations, c'est quelque chose qui prend du temps, qui se fait sur des centaines d'années, voire même des milliers. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, au 21e siècle, après plus de 300 000 ans de vie, on ressemble à ça. Autrement dit, nous, actuellement, on est la version la quasi plus parfaite pour survivre à notre environnement. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre environnement, il est encore en train d'évoluer. Prenons un exemple tout simple qui est celui de la chaise. En 2010, dans le journal Circulation, il y a une étude qui a été faite sur les dégâts un peu de la position assise, où c'est quand même assez costaud parce qu'on prend 8800 personnes qu'on étudie pendant 7 ans. Résultat, après ces 7 longues années de recherche, on se rend compte d'une chose très intéressante, c'est que les personnes qui passent plus de 4 heures assises devant la télévision ont 46% de chances de plus de mourir de n'importe quelle cause comparé à ceux qui la regardaient seulement 2 heures par jour. Mais ce n'est pas tout parce qu'il y a d'autres études qui ont mis en évidence que les gens qui passaient plus de la moitié de la journée
où ils sont éveillés évidemment assis, avaient 2 fois plus de chances d'avoir soit du diabète ou de mourir d'une maladie cardiovasculaire. Tu l'auras compris, et les études sont unanimes là-dessus, rester assis trop longtemps est mauvais pour la santé. Et la faute à qui? La faute à, d'une part, la chaise et cette position assise qui, dans une certaine mesure, n'est pas spécialement adapté à notre mode de vie, à l'être humain, parce qu'il est plutôt fait pour bouger, pour s'asseoir plutôt par terre, etc. Ou pour même courir, rester allongé, bref. Et aussi, évidemment, l'avènement d'un mode de vie qui est beaucoup plus sédentaire. Autrement dit, voici une nouvelle révolution qui est assez récente dans l'histoire de l'humanité. Je ne parle pas de la chaise, parce que je viens de regarder sur internet et ça a apparu en fait il y a 3000 ans avant Jésus-Christ, même si j'imagine qu'il l'utilisait un peu différemment de nous. Non, je parle ici plutôt de la sédentarité, de l'explosion des métiers dans le tertiaire qui fait que nous passons énormément de temps assis. Maintenant, on peut prendre un autre exemple qui sont par exemple les chaussures. Il y a une étude qui s'intitule Sold versus Unsold qui a été menée par Bernard Zipfeld et Lee Burger à l'université de Witwatersrand à Johannesburg en Afrique du Sud. Cette étude, elle met en évidence pas mal de choses, notamment une qui est que le fait de marcher pieds nus, bah en fait c'est la chose un petit peu idéale pour l'être humain. D'après eux, étant donné que l'être humain s'est habitué durant des milliers d'années à marcher pieds nus, le fait d'avoir amené des chaussures a complètement perturbé cette manière de fonctionner et a eu des impacts sur la posture, sur les genoux, les jambes, tout ce que tu veux, le dos, enfin bref, c'est quelque chose qui est apparu assez récemment, de marcher avec des chaussures, avec notamment des semelles qui sont assez épaisses et qui font que nous ne sommes pas habitués à ça. Malheureusement, des nouvelles révolutions qui se sont venues greffer à notre quotidien au 21e siècle et qui sont inadaptées à la manière dont on a évolué, eh bien, il y en a beaucoup. Il y en a même beaucoup trop. Une des maximes principales de la sélection naturelle, c'est soit tu t'adaptes, soit tu meurs. Autrement dit, c'est pas le plus fort qui va survivre, c'est surtout le plus adaptable. Autrement dit, le plus résilient. Nassim Nicolas Taleb, il a un concept pour ça qu'on appelle l'antifragilité. C'est d'ailleurs, je crois, un des meilleurs livres que j'ai lu de toute ma vie. Je l'ai lu 2 fois et je le recommande juste à n'importe qui, même s'il est un petit peu long, franchement, c'est une pépite, allez-y. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de contraire dans le dictionnaire du mot fragile. Il trouvait qu'il y avait résistant, mais en fait, c'est pas exactement la même chose. Pour démontrer qu'est-ce que ça signifie antifragile, on peut prendre l'exemple d'un verre, par exemple cette bouteille là, où si je la prends, je la jette, elle casse, eh bien on va dire qu'elle est fragile. Je la prends, je la fais tomber, elle ne casse pas, eh bien dans ces cas-là on va dire qu'elle est résistante. Mais par contre, si je la prends, je la laisse tomber et qu'elle ne se casse pas, mais qu'en plus de ça, elle a été renforcée par ce choc, eh bien on peut dire qu'elle est antifragile, et c'est là le concept d'antifragilité. Autrement dit, c'est l'idée qui était évoquée il y a un peu plus longtemps de Nietzsche, selon laquelle tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Même si être capable de se renforcer, être capable d'être antifragile dans certains domaines, il faut pas l'oublier, ça inclut plusieurs facteurs. 1. Adrénaline supérieure à cortisol. L'avantage de prendre un bain glacé à 4-5 degrés, truc que j'ai déjà essayé d'ailleurs et que je recommande évidemment parce que c'est juste génial et qu'il faut le faire, c'est de subir un stress qui est court et qui est intense. Autrement dit, de sécréter davantage au niveau physiologique et au niveau hormonal de noradrénaline, adrénaline, de ces facteurs qui vont provoquer une éveil et un stress assez important, mais qui va être court. À l'inverse, plutôt du cortisol qui lui va être évidemment sécrété parce qu'il est précurseur de l'adrénaline, mais de manière un petit peu moins forte et surtout moins de manière continue. Tu vas avoir un peu de cortisol, mais très vite il va redescendre. Alors qu'à l'inverse, au quotidien, quand les gens sont stressés et qu'ils subissent des symptômes de ce stress, ils ont quelque chose qui est beaucoup plus chronique. Autrement dit, il n'y a pas un pic d'intensité comme tu peux l'avoir avec le froid, mais il y a juste un stress constant et chronique. Aujourd'hui, malheureusement, on est soumis beaucoup plus à ce style de stress qui nous mange petit à petit, à l'image un peu d'une cellule cancéreuse qui commence petit à petit à se développer et qui grappille du terrain et qui mange tout ce qu'il y a autour. Elle fait ça en silence, de manière discrète, mais à la fin, les résultats sont explosifs. 2. Retour sur investissement rapide. Le problème avec les chaussures, par exemple, c'est que le fait de porter des semelles comme ça va avoir tendance, évidemment, à créer des modifications chez nous, mais qui ne vont pas tout de suite nous permettre d'avoir des bénéfices. D'une part, parce que, encore une fois, c'est chronique et que ça dure toute la journée, et d'autre part,
part parce que il faudrait beaucoup trop de temps. Je suis quasiment persuadé que si on marchait comme ça pendant encore 500 000 ans, bah nos corps commenceraient à se modifier. Je sais pas, on aurait peut-être tendance pour compenser à nous tenir davantage en, je sais pas, en arrière, le dos il ferait des petites modifications, pareil sur la voûte plantaire, etc. pour faire en sorte que nous sommes adaptés à marcher avec des chaussures et que ça devienne naturel. Je vais vous montrer un truc un peu marrant, c'est l'état de mes pieds. Oui, j'ai bien dit ça. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai des énormes cloques. Et c'est pas parce que j'ai porté des nouvelles chaussures hier, pas du tout. En fait, c'est devenu naturel chez moi. J'ai ça pour la vie désormais parce que je crois que c'est à cause des chaussures en général, mais surtout à cause des chaussures de foot qui sont très serrées, qui sont en cuir, etc. avec pas mal de matières synthétiques qui ont complètement transformé mon pied. Je pense sincèrement que j'ai gagné une demi, voire une pointure entière parce que j'ai ça à mes pieds. Maintenant, à l'image de mon pied, comme tu as pu le voir, le corps est capable de s'adapter sans même ne rien lui demander. C'est un processus qui est complètement naturel et qui ne demande aucun effort. Mais à l'inverse, il y a des adaptations mentales qui, elles, demandent des efforts et qui sont extrêmement importantes. Personnellement, quand il y a eu cette vague un petit peu d'intelligence artificielle, avec ChatGPT notamment, j'ai au départ été très réticent par rapport à ça et je ne voulais absolument pas m'adapter parce que je pensais que ça servait à rien, que c'était une mode un peu comme les NFT et que d'ici 1 ou 2 ans, plus personne en parlerait. Moi, j'aime beaucoup les choses qui sont timeless, c'est-à-dire que peu importe le temps, peu importe les effets de mode, c'est quelque chose qui est encore d'actualité et qui conserve son importance. Et pour l'IA, je pensais que c'était exactement la même chose. Mais j'ai dû me rendre à l'évidence, et ça m'a demandé un certain effort, de prendre conscience que, en fait, non. C'est quelque chose d'extrêmement important, c'est une révolution réellement à laquelle j'ai envie et je souhaite m'adapter parce que dans ces cas-là, soit je m'adapte, soit je meurs. Pour autant, toutes ces nouvelles révolutions auxquelles nous sommes confrontés au 21e siècle, et c'est là le lien avec le titre de la vidéo, elles, comment dirais-je, ne méritent pas notre adaptation et au contraire, on doit les rejeter parce qu'elles sont complètement en désaccord avec la manière dont on a évolué précédemment. Pour finir cette vidéo, j'aimerais te partager 5 choses qui sont apparues récemment dans ton quotidien et que, selon moi, tu ne devrais absolument pas laisser rentrer et au contraire, rejeter. L'homme, c'est un cognitive miser, c'est-à-dire qu'il fait, dans la plupart des situations, tout pour dépenser le moins d'énergie possible. Et c'est pour ça que la malbouffe, que les fast-food fonctionnent aussi bien. Et c'est ce qui fait que c'est tout aussi dangereux. Aujourd'hui, dans le monde, malheureusement, 1 décès sur 5 est associé à une alimentation de mauvaise qualité. En France, c'est encore pire parce que, selon les statistiques de la malbouffe publiées dans Le Monde, 56% des hommes sont en surcharge pondérale. Alors, évidemment, attention avec cette statistique parce que ça prend pas en considération les gens qui sont juste très musclés et donc qui ont un poids un petit peu supérieur à leur taille, mais pour autant qui sont pas du tout en surpoids, obèses, qui n'ont pas de problème, mais quand même 56%, t'imagines bien, hein, tu le vois quand t'es dans la rue, que c'est pas 56% de bodybuilders, même pas sous stéroïdes ou quoi, juste ils sont hyper musclés, et 41% des femmes. Autrement dit, ça fait beaucoup. L'alimentation, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué parce que il y a beaucoup de dogmes, beaucoup de gens qui prétendent que voilà, être végétarien c'est le meilleur moyen de s'alimenter, être vegan, manger cétogène, carnivore, low carb, tout ce que vous voulez. Et moi ici, je vais pas vous donner ma version préférée. Je vais juste vous partager une règle que je trouve intéressante qui est celle de via negativa, qui consiste à retirer tout le négatif, c'est-à-dire une loi, un truc un peu qui est pas mal en fait, c'est tu te dis je ne mange pas les aliments, enfin dans la plupart des cas évidemment, hein, c'est ok de manger un petit fast-food de temps en temps, on n'est pas ici pour juger ou pour être encore une fois dogmatique, c'est pas l'objectif, mais voilà, tout ce qui existait pas il y a 200-300 ans en nourriture, bah dans la plupart des cas tu le manges pas. Parce que ouais, entre l'alimentation moderne et l'alimentation ancienne, on a quand même subi de gros changements. La consommation des céréales domestiques, des laits animaux, des substances, la préparation des huiles, la pollution alimentaire, l'apparition des produits ultra transformés, des carences en vitamines et en minéraux sur les fruits et légumes, enfin bref, il y a eu plein de transformations, comme je l'expliquais précédemment, celles-là, elles sont complètement en désaccord avec la manière dont on a évolué et il faut absolument faire en sorte de ne pas en être victime.
Il y a 2 semaines, je suis parti en vacances à Bali. J'avais pris mon ordi, j'avais pris mon tel, ma caméra, etc. Mais je l'ai quasiment jamais utilisé. Je dirais que j'avais peut-être 1 heure et demie d'écran par jour, téléphone et ordi portable inclus. Et il y a un truc un peu marrant, quand je suis rentré chez moi et que j'ai repris mes routines de travail et tout, je me suis rendu compte que le simple fait de travailler, je sais pas, 1 heure d'affilée sur l'ordi portable, ça me faisait mal à la tête. Ça me faisait mal aux yeux. Et j'ai pris conscience d'un truc, j'avais perdu petit à petit l'habitude de regarder un écran. On le sait tous, mais aujourd'hui, on passe beaucoup trop de notre temps derrière des écrans, surstimulés par des notifications, des téléphones, de la musique, du bruit, de partout incessant, qui fait que nous ne sommes plus capables de nous concentrer, et ça, malheureusement, c'est dramatique. Il y a une stat que j'ai trouvée hyper alarmante, c'est que aujourd'hui, les jeunes, il y en a seulement 3% qui utilisent les écrans pour créer du contenu. Autrement dit, ça veut dire qu'il y en a 97% qui sont complètement passifs, qui sont complètement consommateurs. Aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens écoutent des vidéos en x2, voire même des podcasts. Ils cherchent des raccourcis pour tout et n'importe quoi. Comment perdre vite 10 kilos en seulement 1 mois. Comment gagner 10 000 € par mois en seulement 3 mois de travail, etc. Enfin bref, on est constamment quand même à la recherche de vitesse. On veut que les choses aillent vite, que on mémorise plus vite, que en fait on veut que ça accélère. On n'a pas le temps et on ne prend pas le temps pour certaines choses et malheureusement c'est dommage. Et ça pour moi c'est aussi quelque chose auquel il faut faire extrêmement attention et sur lequel il faut être très dubitatif. Il y a un truc par exemple, c'est la lecture rapide. C'est quelque chose qui est assez tendance et qui existe je crois depuis pas si longtemps que ça. Il y a une vidéo d'ailleurs que je vous recommande sur YouTube de G Milligram qui a mené un peu l'enquête et ce qui s'est rendu compte avec plein d'études scientifiques à l'appui et même une analyse un peu plus poussée du business qu'il y avait derrière, que la lecture rapide, c'était tout simplement bullshit. Il y a une étude par exemple qui est partagée par Michel Desmurger dans le livre La fabrique du crétin digital, qui compare des gens qui font de la lecture rapide avec des gens qui lisent normalement, et on se rend compte que en fait ceux qui font de la lecture rapide ont une moins bonne compréhension du sujet. Bah oui, forcément, parce que on veut aller plus vite, on veut que les choses aillent plus rapidement que ce pourquoi nous sommes pensés, ce pourquoi nous sommes constitués, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et au contraire, moi je fais plutôt même l'éloge un petit peu de la lenteur et d'être capable de retrouver du temps, de prendre le temps pour certaines choses parce que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, le constat est le suivant, nous vivons plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est assez paradoxal d'ailleurs parce que c'est l'inverse dans le sens où on vit plutôt pour l'extérieur que pour l'intérieur. Autrement dit, on prend plus part à des jeux qui sont multijoueurs parce qu'on est éduqué comme ça plutôt qu'à des jeux solo. Et si vous voyez pas quelle est la différence, je vais vous poser une simple question qui est inspirée de Warren Buffett qui dit: est-ce que vous préférez être le meilleur coup du monde mais que tout le monde pense que vous êtes le pire, ou être le pire coup du monde mais que tout le monde pense que vous êtes le meilleur? La réponse à la question déterminera un petit peu votre manière de fonctionner. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que nous vivons constamment à l'intérieur et nous ne sommes plus du tout exposés à la lumière naturelle du soleil. Et c'est bien dommage parce que c'est comme ça que fonctionne notre rythme interne. C'est comme ça que notre noyau suprachiasmatique, qui est un petit peu notre chef d'orchestre dans notre cerveau, qui dit ok, hop, il est telle heure, je viens de prendre le message, ok, on va monter un peu le cortisol, hop, parce que c'est le matin, tac, pour être bien réveillé, 19h, 20h, ok, je vois que le soleil se couche, hop, on va commencer à monter un peu la mélatonine pour que le gars il ait envie de dormir, etc., etc. Sauf qu'aujourd'hui on est complètement en décalage par rapport à ça et c'est bien dommage. Et ça, c'est un des trucs aussi que j'ai complètement envie de rejeter. Et moi perso, tous les soirs, qu'est-ce que je fais? Je prends la lumière, je fais en sorte de l'éteindre, surtout celle au plafond. Je prends juste une petite lumière lampe torche là que je peux mettre sur mon front quand j'ai envie de lire, ou sinon je la mets juste bas dans ma pièce pour que vraiment je sois quasiment dans le noir complet, parce que on sait qu'une simple lumière LED peut baisser tes niveaux de sécrétion de mélatonine de 23%. N'empêche, je trouve que la physiologie, c'est un excellent filtre pour savoir si quelque chose est bon pour soi ou pas, parce que ça ne ment pas, ça n'a pas d'émotion et c'est complètement factuel et dénué de tout intérêt. Si ton corps et ta manière de fonctionner est ainsi, c'est qu'il y a une raison. Et certes, tu vas avoir des adaptations, mais elles vont mettre tellement de temps, encore une fois, que ça ne sert à rien d'essayer de s'aventurer dans ça. Tu peux pas espérer que les choses modifient et que tu t'adaptes, mais au contraire, adapte-toi à la manière dont tu as été pensé pour fonctionner, et ensuite, tu feras quelques modifications.
C'est malheureux, mais aujourd'hui ils sont partout et dérèglent complètement notre système hormonal, notre système endocrinien, donc tout ce qui est lié aux hormones, neurotransmetteurs, etc. et qui joue une part extrêmement importante dans la régulation du corps et même beaucoup d'autres choses. Alors pour les perturbateurs endocriniens, on en a un petit peu partout, que ça soit dans l'eau, dans le plastique, dans le dentifrice, notamment le fluor. T'en as aussi dans certains fruits et légumes qui sont pas bio, les pesticides, ça fait partie aussi de perturbateurs endocriniens évidemment. T'as certains produits de beauté, les produits transformés évidemment, les vêtements avec des matières qui sont pas naturelles, etc. Et tout ça, il y a de plus en plus d'études, de plus en plus de recherches qui montrent que ça a des impacts qui sont clairement négatifs sur nous. Par exemple, les hommes sont, mais ça vaut aussi pour les femmes, fortement touchés par des baisses de testostérone à cause de ça. Donc c'est pareil, hein, perso, je suis un homme et je me dis pas bon c'est pas grave, petit à petit mes niveaux de testo vont baisser, mais c'est quelque chose qui va devenir normal. Non, j'ai pas envie d'avoir cette adaptation parce que je suis clairement conscient de l'importance de la testostérone, non pas que dans la prise de masse musculaire, mais dans tout autre, même si c'est important évidemment, mais il n'y a pas que ça. Enfin bref, tout ça pour dire que les perturbateurs endocriniens, c'est un truc où, encore une fois, j'ai pas envie de m'adapter, et ça c'est un truc qu'il faut rejeter. On arrive tranquillement à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis très curieux d'avoir votre avis et d'avoir, parce que là j'ai listé 5 choses, mais je pense qu'il y en a bien d'autres qu'on pourrait, ces nouvelles un petit peu tendances, ces nouvelles choses auxquelles on tente de nous adapter, où le corps essaye de faire face, mais au contraire, c'est un combat qui ne mérite pas notre énergie et qu'on devrait complètement laisser tomber et mettre de côté, même si je suis conscient de sa difficulté et il ne faut pas non plus devenir complètement rigide, complètement fou par rapport à certaines choses. Enfin bref, je vous laisse me dire en commentaire tout ça si vous avez des trucs auxquels j'ai pas pensé. Et sur ce, eh bien, tu peux, ou vous pouvez, c'est comme vous voulez, t'abonner, commenter, liker, partager. Enfin bref, c'était Dali. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ciao!